Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De l'éducation populaire à la logique d'entreprise, l'exemple d'un centre de formation. Dans ce centre de formation, les nombreux changements organisationnels et les caractéristiques du poste occupé représentent deux logiques qui animaient les acteurs au moment de la mise en place de la démarche qualité. L'une se fonde sur la perception de l'avenir de la formation professionnelle, comme bouleversé et incertain. L'environnement de plus en plus concurrentiel a poussé la direction de cette organisation à développer une communication toujours plus tournée vers le client. La démarche ISO et la certification qualité qui va souvent de pair furent les pièces maîtresses de cette nouvelle orientation. L'autre logique s'exprime dans la description du poste de responsable de formation. Ce poste s'est bâti sur la prédominance de la relation d'échange avec les stagiaires, plutôt que sur une approche technicienne de la fonction. Des liens peu à peu distendus avec l'éducation populaire. Cet institut est l'équipement le plus important d'une association plutôt ancienne dans l'éducation populaire. L'histoire de cette organisation débute à partir d'un mariage entre d'un côté les courants catholiques d'avant 1945, comme héritage de la jeunesse ouvrière chrétienne et des idéaux de formation des ouvriers, et de l'autre, la professionnalisation de l'animation dans les années 1960. En 1966, les activités de militants syndicaux et bénévoles à l'origine de l'association furent confiées à une nouvelle organisation, fruit d'une scission idéologique avec la structure fondatrice, Lefebvre et Tétart 1997. Cette époque de militance, de convergence puis de séparation accoucha d'un grand centre de formation en région parisienne. Ce centre et d'autres en province fut traversé par diverses périodes. L'ère de la professionnalisation dans les années 70, de la rentabilité dans les années 80, puis l'ère de la survie dans les années 90, marquée par de très nombreux licenciements. En 1995, le directeur et fondateur de l'association céda sa place à une nouvelle équipe. Cette direction au profil plus gestionnaire commença par fusionner les différentes entités du groupe, pour gagner en latitude. Il fallait supprimer les branches d'activité très déficitaires, car l'état des finances de l'organisme ne laissait pas d'inquiéter. Après ce recentrage, les mesures d'économie permirent de développer de nouveaux secteurs de formation. Dans ce contexte de rapide évolution, les permanents signèrent un accord de réduction du temps de travail. Mais comme l'activité augmentait sans entraîner de nouvelles embauches, ils en subirent rapidement les effets, dans un climat placé sous le signe de la rentabilité. Il fallait travailler autant si ce n'est plus, en moins de temps. Quelques mois plus tard, les premières réunions sur la démarche qualité furent imposées à ses salariés. Un nouveau responsable pédagogique fut chargé de conduire l'organisation à une certification qualité ISO 9001, ISO pour International Organization for Standardization, délivrée par l'Association française pour le management et l'amélioration de la qualité, AFAQ. Cette démarche engendra de multiples modifications dans les procédures, les terminologies, les relations hiérarchiques, les relations de collaboration et les modes d'évaluation des formations. Et si cela créa une forme de mobilisation au début, il s'ensuivit rapidement de nombreux débats, signe avant-coureur d'une longue résistance. Le centre de formation et le siège de l'association ont par ailleurs déménagé dans des locaux plus fonctionnels. Indépendamment de l'amélioration indéniable des conditions de travail dans ce nouveau lieu, ce très lourd investissement a logiquement représenté un coût certain en argent comme en mobilisation du personnel. Car la nécessité d'une augmentation des activités et des produits de formation produisait une atmosphère d'inquiétude récurrente parmi les salariés. En 2002, le groupe gérait 13 centres de formation pour adultes en France. Un rapport d'activité avançait le chiffre de 5000 stagiaires pour l'ensemble des actions de formation. Au plan national, il employait cette année-là environ 250 salariés permanents, pour 212 équivalents temps plein, 68 salariés permanents pour l'équipement principal dont 13 mi-temps. Les vacataires représentaient par ailleurs environ 120 professionnels sur ce site. Les produits des activités de formation atteignaient plus de 10,5 millions d'euros pour l'ensemble, dont 3,6 millions d'euros dans l'équipement principal. Les financements publics, conventions nationales ou régionales, représentaient 43% des produits de formation.
L'offre des métiers enseignés et des diplômes représentés dans ce centre s'articulait ainsi. Département de l'audiovisuel et multimédia, concepteur en infographie, assistant son, scénographe, peintre en décor. Département du commerce, technicien de la distribution, vendeur magasin et chef de rayon, brevet de technicien supérieur, assistant de gestion de petites et moyennes entreprises. Département du tourisme, technicien d'agence de voyage, agent commercial des compagnies aériennes, BTS tourisme en formation initiale ou continue. Département du développement social, diplôme universitaire de sciences humaines appliquées à la gérontologie. Diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation. Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire. Formation de tuteur aux majeurs protégés, celle de délégué à la tutelle aux prestations sociales et familiales. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi qu'une préformation au métier d'aide médico-psychologique. Une formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteurs éducateurs, et aussi la formation préparatoire au diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Celle qui prépare au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, et enfin pour ne rien oublier dans ce département, la formation préparatoire au diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Chiffres à l'appui, la direction a souvent fait état de ses préoccupations relatives à un manque de trésorerie né d'un désengagement régulier de l'État en matière de conventions nationales. Dans le département des formations au tourisme, secteur historiquement et financièrement très important, des contrats de formation furent suspendus suite à la grave crise des compagnies aériennes et des agences de voyage au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Et le contexte international peu sûr dans de nombreux pays est invoqué par les entreprises touristiques, pour ne pas développer les départements de ressources humaines ni pérenniser les postes. Par voie de conséquence, ce département de formation craignait d'embaucher des formateurs en contrat à durée indéterminée car les finances semblaient être à flux tendu, et les permanents n'osaient pas parier sur le développement de la formation professionnelle dans ce secteur. Sur le plan pédagogique, les différents départements développaient des pratiques de formation très distinctes, tant par les publics que par les contenus enseignés. Mais les styles pédagogiques se modifiaient aussi pour des questions d'économie de charges salariales. Dans de nombreux services de formation, les petits groupes de 15 stagiaires devinrent peu à peu des groupes de 30, puis de 50, cédant la place à un dispositif de salle de classe. Ainsi, pour des impératifs de survie, le développement de certains secteurs a contribué à créer une mosaïque hétérogène de formation. Certaines ne semblaient plus correspondre à des critères constitutifs de la formation dans l'éducation populaire. Selon cette définition, l'éducation populaire, ce sont des pratiques socio-pédagogiques ou des catégories d'intervention, c'est-à-dire pour ceux qui sont le plus en difficulté, Chalchly 1994. La constitution de grands groupes de stagiaires en formation annonça la rupture progressive avec les pratiques traditionnelles en formation pour adultes issues de l'éducation populaire. On ne peut pas dire non plus que cette organisation parvenait à transmettre un projet institutionnel au sens donné par Boutinet, 1993. Les projets organisationnels d'établissements ou d'entreprises cherchent à allier la stratégie de la direction et la culture du personnel. Ils se réfèrent à une charte qui précise l'identité de l'entreprise ou vise des actions concrètes. En revanche, il restait ça et là une forme de tradition des pratiques, incarnée par d'anciens formateurs, malgré un turnover important et l'injonction permanente de rentabilité. Car ces deux éléments privaient bien souvent les salariés du temps et des conditions nécessaires à la réflexion sur les pratiques. Un texte d'un des membres fondateurs énonce l'idée centrale de la pédagogie de cette association. Il rappelle le voir, juger, agir de la jeunesse ouvrière chrétienne comme assise de la pédagogie de l'action en alternance. Cette expression semble définir un style. La dynamique de la pédagogie de l'action réside dans le fait qu'il s'agit d'un mouvement de promotion sociale collective. Document interne 1982. On trouve également des précisions sur l'expression pédagogie de l'action dans des textes rédigés en 1992 qui en rappellent les mauvais usages. On retiendra la mise en garde de la domination grandissante de la pédagogie scolaire et son avatar le diplôme, le risque accru que la pédagogie de l'action se confonde avec la formation sur le tas,
c'est-à-dire dans une situation d'apprentissage soumise aux servitudes et contraintes du métier. Référence faite aux apprentis dans les métiers manuels. La première antienne est révélatrice des contradictions dans lesquelles se trouvait cette organisation, puisque la logique de survie imposait de créer de plus en plus de formations diplômantes, malgré les risques dénoncés dans ce texte de 1992. Au demeurant, la décentralisation de la formation professionnelle par les appels d'offres des régions risque bien de mettre en péril des formations non diplômantes mais qualifiantes avec des savoir-faire reconnus. On pourrait ainsi qualifier cette association de dynamique, au management responsable et réactif. Et au moment de la mise en place de la démarche qualité, les salariés semblaient conscients du travail fourni par l'équipe de direction pour éviter une éventuelle cessation de paiement. Reste que pour assurer sa survie, cette association choisit de développer un discours parfois anxiogène basé sur la grande concurrence du marché, sur la prédominance de la flexibilité et de la rentabilité. L'environnement socio-économique aléatoire, imprévisible et complexe, n'encourageait pas les cadres à embaucher des formateurs sur du long terme. Et cela semblait favoriser le repli de chacun sur des formations plus stables, dans une logique de métier affiliée à des secteurs ayant plus de surface financière. Cette situation succinctement décrite n'est certainement pas isolée, et elle correspond plutôt bien à un modèle d'association d'éducation populaire étudié par Saint-Saulieu et Laville, 1997, pages 177 à 221. On y retrouve l'émergence d'une logique d'entreprise, caractérisée par le discours récurrent de l'adaptation à la contingence économique. D'autres changements s'opérèrent dans le secteur des formations au travail social. Ce département s'est considérablement renforcé pendant ces années d'implantation de la qualité avec l'obtention des agréments pour former des moniteurs éducateurs, des éducateurs ainsi que les nouvelles aides à domicile. Cette orientation a ainsi déplacé les formations qualifiantes des travailleurs sociaux vers des métiers traditionnellement issus de l'éducation spécialisée et moins de l'éducation populaire. Ce virage qui ressemble pour certains à un reniement de l'histoire s'explique par le contexte difficile de la formation professionnelle, qui oblige les centres à développer de nouvelles activités pour se diversifier. On trouve une autre explication dans le discours de cette association sur la promotion sociale des stagiaires en cours d'emploi. Appliquée à une stratégie de développement, cette ambition de promotion sociale a encouragé les équipes à construire une filière de l'éducation spécialisée la plus complète possible, de niveau 5 à niveau 1. L'élargissement du spectre de l'offre de formation répondait en ces temps de vaches maigres, au souci de garder captif le stagiaire en favorisant des passerelles entre le milieu de l'animation et celui de l'éducation spécialisée, ou entre le médico-social et le social. On constate par exemple que des animateurs, après leur formation initiale, cherchent à se qualifier comme directeurs dans l'enfance inadaptée ou dans le secteur médico-social. Ainsi, les amarres de l'éducation populaire ont été peu à peu larguées au profit d'une logique d'entreprise s'agissant de la gestion globale du centre. Cette rupture coïncida avec l'émergence des formations de l'éducation spécialisée pour le secteur des formations au travail social. Validation d'acquis de l'expérience et décentralisation vers un avenir indécis. Le développement de plusieurs filières répondait également à une logique d'adaptation aux politiques de formation, et plus précisément à la mise en place des dispositifs de la validation des acquis de l'expérience. Il faut y ajouter les perspectives peu rassurantes de la décentralisation dans la formation professionnelle. Dès septembre 2003, la nouvelle formation d'auxiliaire de vie sociale a testé le dispositif de validation d'acquis de l'expérience. De nombreuses candidates à ce nouveau diplôme furent alors dispensées en tout ou partie de la formation, sur présentation d'un dossier argumentant les acquis antérieurs. Une expérience d'accompagnement de plusieurs candidates postulant à cette validation permet d'avancer qu'une application généralisée des textes risque de créer un raccourcissement de la durée moyenne des cycles concernés. De surcroît, une possible augmentation des effectifs des candidats par une meilleure accessibilité grâce à la VAE imposerait une très grande disparité des parcours dans le même cycle, un peu comme un enseignement à la carte, de plus en plus individualisé. Car les expériences validées, pas seulement professionnelles, permettant aux salariés de faire l'économie d'argent et de temps par une dispense d'une partie de l'enseignement prévu,
risque de réduire par voie de conséquence les recettes des centres de formation. Par ailleurs, ces derniers s'inquiètent à juste titre de l'augmentation des charges de personnel enseignant car la pédagogie plus personnalisée coûte plus cher. Outre l'inquiétude de l'équilibre financier, ce bouleversement devrait proposer une nouvelle configuration des groupes en formation. Il pourrait peut-être enterrer pour longtemps les pratiques pédagogiques héritées de l'éducation populaire, en passant d'une approche collective de la formation des adultes à une individualisation de la pédagogie. Quant à la notion d'acquis d'expérience, elle interroge celle de savoir et de connaissance, quand les référentiels de compétences professionnelles contribuent à cette substitution des savoirs traditionnels par l'expérience vécue sur le terrain. Cette évolution, caractérisée par une diminution de la durée des cycles et par une vision du savoir tournée vers la sphère pratique et technique, semble ainsi ouvrir largement la porte aux employeurs. En dépit du principe positif d'un usage plus partenarial des dispositifs, elle enfonce le clou du bouleversement décrit en filigrane dans ce chapitre. La prise en compte toujours plus grande des préoccupations patronales dans la formation professionnelle. Mais les formateurs ne pouvaient pas seulement se focaliser sur les incertitudes occasionnées par l'inconnu de la VAE. Il leur fallait aussi appréhender la future régionalisation de la formation professionnelle. Sur ce dossier également, l'inquiétude est de mise. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales, entré en discussion en octobre 2003 au Sénat et en janvier 2004 à l'Assemblée nationale, ne laissait pas d'inquiéter les responsables de formation et les directeurs de centre. En effet, la question du transfert des compétences des formations sociales aux régions reste épineuse car elle interroge le point crucial des financements et de leur transfert. Dans une lettre ouverte émanant de son bureau, l'Association française des organismes de formation et de recherche en travail social, AFOR, adressa à ses adhérents un dossier pour montrer ses positions vis-à-vis de ce texte. En voici un principe central, afin d'illustrer l'inquiétude vis-à-vis des financements. L'État, dans son rôle de régulateur, à travers les modalités de transfert des compétences, doit garantir que les conseils régionaux affecteront bien pour la formation des travailleurs sociaux les ressources financières qui sont actuellement mobilisées dans son budget, au regard des besoins et des priorités déterminés par le schéma national et celui de chaque région considérée. AFOR 2003 page 21. Cette perspective semble augurer d'une période de plus grande pénurie encore. Car d'aucuns suspectent l'État d'user de la décentralisation comme opportunité de réduction des subventions pour la formation professionnelle. Le poste de responsable de formation au moment de l'implantation de la démarche, l'exemple des AMP. Affilié au secteur du développement social de ce centre de formation, la formation d'aide médico-psychologique, AMP, en cours d'emploi s'ouvrit en 1986 à la demande d'une importante association d'aide aux handicapés. D'autres employeurs suivront progressivement, dont beaucoup étaient adhérents de l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, UNAPEI, auxquelles se sont ajoutées les maisons de retraite. Dans ce centre en particulier, le cycle se déroule encore aujourd'hui sur 20 mois en alternance pour un volume d'environ 600 heures dont un stage d'1 mois. Chaque année, 75 stagiaires AMP en cours d'emploi font leur rentrée, ce qui représente, sur les 2 années scolaires, environ 150 salariés en formation. Ce cursus fait l'objet d'un agrément remis par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRAS, agrément reconsidéré tous les 5 ans. C'est une formation de niveau V en cours d'emploi. Les axes d'enseignement sont le développement de l'être humain, les notions de déficience et de handicap, le rôle de l'AMP dans la vie quotidienne dans l'institution, les institutions et les systèmes institutionnels, et enfin, les techniques d'animation, de créativité, de production. Les épreuves de l'examen d'État délivrant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, CAFAMP, sont un livret de formation, un écrit évaluant une réflexion psychopédagogique, un questionnaire de connaissances plutôt théoriques, une soutenance orale à partir d'un cahier de stage retraçant une pratique professionnelle avec analyse. Le profil des AMP en formation dans ce centre en 2002 pouvait se décrire ainsi. Les stagiaires se composent de 90% de femmes entre 20 et 50 ans. 50% des AMP en formation travaillent en maison de retraite, les autres dans le secteur du handicap. 50% ont un BEP ou un BEPC.
15% possèdent le baccalauréat ou plus. 35% ont un niveau scolaire de 5e ou 4e. Cette profession est née en 1957 quand F. Tosquel, psychiatre de l'institution Le Clos du Nid en Lozère, entreprend de former sur le tas des aides maternelles. Cette formation aboutit sous l'impulsion du professeur Lafont au diplôme d'aide médico-psychologique. Avec l'abbé Oziol, créateur et directeur du Clos du Nid, Tosquel lutte contre l'abandon dont sont victimes les enfants déficients mentaux que l'adolescence précipite alors dans des hôpitaux psychiatriques inadaptés. Frappé par l'intuition maternelle des personnels féminins pour la plupart mères de famille, il reprend à son compte cette connaissance d'instinct en la théorisant, la systématisant et la cadrant dans ses pratiques. Chavaroche, 1997, premier chapitre. Le 4 septembre 1972, un premier arrêté institue le CAFAMP modifié en 1992 par un nouvel arrêté. L'univers de travail de ces professionnels est constitué d'activités de prise en charge et d'accompagnement de la vie quotidienne qui placent l'AMP en prise directe avec les personnes handicapées ou âgées. Lever, soins d'hygiène, habillement, repas, rangement des chambres, entretien et rangement du linge, coucher. Elles doivent aussi assumer des activités occupationnelles et éducatives, de loisirs et de socialisation, sport adapté, suivi scolaire, fêtes, voyages, qui ont pour objectif le maintien des acquis, l'éveil et le soutien des personnes. En établissement, elles prennent place dans une équipe pluridisciplinaire auprès de la personne handicapée ou âgée. Transmission d'informations, à partir d'observations à l'occasion des réunions de synthèse institutionnelles ou réunions de projet. Elles pratiquent des activités connexes tout aussi importantes comme la veille de nuit, l'accompagnement pour des soins, les relations avec les familles, le transport des résidents et la gestion du budget des usagers. Leur charge de travail est souvent très lourde, engendrant des difficultés psychologiques liées à la relation quotidienne avec des gens en souffrance, des difficultés physiques liées à la charge des soins et des postures. La fatigue et la lassitude guettent par manque de reconnaissance du secteur pour un métier très usant, peu rémunéré et peu gratifiant sur le plan statutaire. Ce qu'on attend d'elles, ce sont des savoir-faire dans l'institution avec une faculté d'adaptation aux singularités de chacun, une aptitude d'animation de groupe, une capacité à s'intégrer dans un projet institutionnel, une certaine autonomie pour des tâches prévisionnelles, administratives ou organisationnelles. Enfin, pour compléter ce tableau des performances, elles doivent posséder de nombreuses connaissances théoriques sur les handicaps et les pathologies, les techniques d'hygiène et de soins, la communication verbale et non verbale. On exige également d'elles des aptitudes à mettre à distance, des aptitudes d'ouverture, d'écoute, de rigueur, éléments d'information tirés d'une enquête de Promofaf janvier 1995. Ce travail, en collaboration avec un autre collègue, a consisté pendant 7 ans à préparer au mieux ces personnels en formation pour l'obtention de leur certificat. Les axes principaux de ce profil de poste pourraient se définir comme suit. Veiller au recrutement adéquat des stagiaires par une bonne orientation, organiser des sélections et diverses communications avec le candidat et son employeur, planifier la formation en fonction des textes en vigueur, des attentes des employeurs et des stagiaires. Nous devions aussi recruter des vacataires spécialisés, leur communiquer les spécificités du service. Il fallait également assurer des interventions pédagogiques sur les enseignements relatifs à la méthodologie et différents thèmes liés à l'exercice professionnel, organiser les diverses évaluations pédagogiques et participer aux épreuves du CAFAMP en collaboration avec la DRAS. Nous devions aussi gérer le budget du cycle, en rendre compte à la direction, et anticiper si possible les évolutions du métier et ses impacts sur le contenu et l'organisation de la formation. Il fallait enfin proposer aux stagiaires une réflexion sur son rôle et sa fonction, l'aider à penser ses actes au regard des grands thèmes du métier comme l'usure des professionnels, les diverses formes de violence dans les institutions spécialisées, la vie d'équipe. Ces réalités d'un métier difficile et parfois à risque influençaient la relation pédagogique instaurée entre responsables de formation et stagiaires. L'écart flagrant entre d'un côté l'usure et le désarroi de certains professionnels, et de l'autre, l'absence de reconnaissance caractérisée par la faiblesse des salaires et la place attribuée dans les équipes, tentait d'être réduit en formation. Elle ne visait pas alors exclusivement l'apport de connaissances, mais surtout une sorte de remise en forme axée sur une meilleure compréhension de soi au travail.
Les débats de groupe ponctués d'ajouts d'informations sur le droit, la psychologie, la médecine ou sur le fonctionnement de leurs organisations par exemple, procuraient une opportunité d'ordonner sa réflexion sur le plan intellectuel, également sur sa propre psychologie au travail, et donc sur sa posture professionnelle. La dynamique des groupes, orchestrée autant que possible par les responsables et certains vacataires, donnait à ces salariés la possibilité de la prise de parole qu'ils ne trouvent pas toujours sur leur lieu de travail. Supervision, régulation ou simplement exutoire, le groupe en formation jouait à cette époque plus ou moins tous ses rôles. Il semblait ce faisant, que la mise en place de la démarche qualité avec ses critères stéréotypés et très quantitatifs de l'évaluation allait soustraire la dimension invisible et immatérielle de cette pédagogie. Puisque ces procédures ne prenaient pas en compte la mobilisation subjective et l'engagement affectif des acteurs dans la construction collective du processus de formation. Au-delà du débat classique sur les enjeux de l'évaluation du travail, le management par la qualité a fait craindre une surcharge d'activité dans un contexte déjà inquiétant puisque placé sous le joug de la rentabilité. Origine du management par la QUALITE et application actuelle. Historique des contrôles qualité et dualité étymologique de la notion. On peut remonter jusqu'au Moyen Âge et même au-delà, pour trouver des écrits évoquant la qualité du travail bien fait l'artisan par exemple. Mais on attribue généralement au début de l'industrie la naissance de la fonction qualité en France, et plus précisément il y a 400 ans lorsqu'on était créé les usines de textile à Lyon, la sidérurgie à Saint-Étienne et les usines de papier à Annonay. L'ouvrier et le contremaître n'étant plus au contact direct du client, on peut dire qu'à ce moment-là, la mesure de satisfaction qui était intégrée au processus de fabrication n'existait plus. Ainsi l'ouvrier devant la fabrication de série ne se sentait plus propriétaire et fier de l'objet produit. Alors avec le développement de l'industrie, on assista à la fois à la généralisation des rapports marchands et à la disparition de l'artisanat, ce qui créa une séparation entre les producteurs de produits de consommation et les consommateurs eux-mêmes. L'ouvrier, devenu salarié de son patron, se désintéressait toujours un peu plus de la qualité de son travail, Miss Pell-Blom-Bayer, 1999 page 39. Là où l'artisan cherche à satisfaire du mieux le désir de son commanditaire, l'ouvrier qui produit non pour un client mais pour un employeur perd un tel intérêt, car qu'il travaille bien ou mal, cela ne change guère son salaire. Et quand avec l'avènement du socialisme, le patron devint un ennemi de classe, les ouvriers se désintéressèrent de l'ouvrage pour songer à travailler le moins ou le plus mal possible. On peut donc dire que la question de la qualité est devenue source de difficultés pour les dirigeants ou ingénieurs à partir des premières formes de division sociale du travail. Mais on peut attribuer à la taylorisation la recherche systématique de la qualité avec le morcellement des tâches et la spécialisation. On crée alors des contrôleurs chargés de vérifier chaque pièce et leur assemblage. On ne peut pas affirmer que Taylor était préoccupé par la qualité finale des produits, mais son souci constant de la réduction des coûts et de la rentabilité le poussa à organiser la vérification des produits a posteriori et à mettre en place tout un système de contre-vérification et de contre-contre-vérification pour lutter contre la dépréciation de la qualité, et enfin s'occuper ensuite de l'essentiel, l'augmentation du rendement. Et puisqu'il était strictement interdit à l'ouvrier de s'intéresser à la conception des produits et au mode de fabrication, il en résulta un désintérêt des ouvriers pour les caractéristiques finales du produit auquel ils contribuaient, car il y avait un fossé très grand entre le produit conçu et le produit réalisé. Plus précisément, Jean-Christophe Torres, 1996 page 37, situe quant à lui l'irruption de la qualité dans les pratiques de gestion des entreprises lorsqu'en 1924 la compagnie américaine des téléphones, Bell Telephone Laboratories, décida d'optimiser ses gains de production en s'interrogeant sur les critères de satisfaction des clients. Dès ses origines, la question de la qualité se pose à travers des enjeux commerciaux car il s'agit de réduire le mécontentement des destinataires. Il faut donc maîtriser les modes de production et contrôler les produits à chaque niveau de leur élaboration. Parmi les grandes figures de la qualité, celle du précurseur est paradoxalement moins connue que Deming, Juran, Crosby ou Ishikawa. Il s'agit de Walter.
à Chouard, alors ingénieur à la Western Electric puis chez Bell Telephone Laboratories, qui démontra le rôle que joue la statistique dans la maîtrise des écarts et la réduction du coût des inspections et des rejets des produits défectueux. Il montra ainsi que l'on pouvait améliorer la qualité d'un produit, alors qu'il se trouvait encore au stade de la fabrication. Son souci majeur consista à intégrer la qualité a priori, plutôt que de faire la chasse aux défauts a posteriori. Mais Chouard comprit très vite la difficulté majeure liée à la notion de qualité, celle de définir un produit ou un service comme un ensemble de caractéristiques qui devaient être reliées à un désir humain. Cette expression est reprise par Louis Schultz, citant Chouard qui évoque cette difficulté de désignation à cause de l'aspect très subjectif de la qualité. Car il existe selon ce dernier, 4 types de valeurs liées à l'usage, au coût, à l'appréciation et à l'échange, ces 3 derniers étant relatifs et très variables. Schultz, 1997, page 9. La subjectivité serait donc constitutive de l'appréciation d'une chose, et la qualité serait une très vieille question d'ordre philosophique. En dépit de ces rappels, la notion de qualité semble aujourd'hui être de celle dont le sens du mot ne fait pas problème. Elle n'offre plus de prise à la critique, car elle s'impose comme une réalité qui fait unanimité chez les managers. Mais une approche conceptuelle doit dépasser cette unanimité apparente, pour rappeler la dualité intrinsèque de la notion. Cette double dimension fondamentale est développée par J.C. Torres, Opcite, page 31. D'une part, identifier la qualité, c'est qualifier les caractéristiques internes et techniques d'un objet et à cet égard faire preuve d'expertise. D'autre part, c'est poser un acte de jugement et exprimer ainsi des critères d'appréciation pas toujours conformes avec les spécifications réelles de tel ou tel objet. Il faut donc admettre que pour reconnaître les qualités d'un produit, cela suppose des connaissances car il faut du vocabulaire, un éventail de mots pour pouvoir reconnaître telle qualité et pas telle autre. Et Torres d'ajouter, ibidem page 32, une même notion identifie à la fois la caractéristique interne d'un produit et la formulation d'un jugement engageant stratégie et valeurs externes à ce produit. Cette dualité intrinsèque, selon Torres, existe dans l'étymologie du mot qualité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.